Eh ben, merci beaucoup de cette invitation. Je suis ravie aujourd'hui de vous présenter donc une partie de mes résultats de recherche. Alors c'est vrai que ma thématique peut être un peu décalée par rapport au questionnement de post-épolitaire, mais je pense que quand même il peut y avoir justement des liens à faire. Et en tout cas, c'est pas l'angle d'attaque que moi pour lequel j'ai opté. Donc en fait, ce travail, s'intitule, et la présentation que je vous propose s'intitule donc Que fait la guerre à la fabrique de l'action publique, approche comparée de l'institutionnalisation de l'agriculture biologique en Ouganda et au Bénin. Alors, je vais, au cours de cette présentation, dans un premier temps, rappeler le contexte du travail que j'ai mené pour vous donner une idée en fait du point de départ et avec quelle perspective j'ai abordé cette question. Ensuite, je présenterai plus précisément donc la question de recherche et le cadre d'analyse avec lequel j'ai abordé l'institutionnalisation de l'agriculture biologique. Je reviendrai sur les principaux résultats qui sont les résultats qui constituent mon premier chapitre empirique de thèse. Et puis j'essaierai de discuter de ces résultats et des enseignements et potentiellement d'ouvrir la discussion avec les thématiques et les questionnements qui sont au cœur de la journée d'aujourd'hui. Alors, donc le contexte de cette recherche, donc c'est un doctorat, comme l'a précisé Cécile, que j'ai mené en sciences politiques. C'est une thèse que j'ai menée qui m'a permis, sur lequel ce travail repose en fait sur un an de terrain qui a été réparti dans 2 pays d'études. L'analyse que je propose aujourd'hui repose sur un corpus de données empiriques qui comprend 92 entretiens semi-directifs, un travail d'observation participante. Donc j'étais dans les organisations des mouvements biologiques, j'ai participé à des réunions, mais j'étais aussi présente au niveau des conférences africaines qui portaient sur la thématique de l'agriculture biologique, des phases d'imprégnation où j'ai essayé au maximum de visiter les parcelles de production biologique, d'essayer d'aller dans les magasins bio et les marchés dédiés, et des foires nationales qui portaient pas forcément spécifiquement sur l'agriculture biologique, mais sur l'artisanat ou l'agriculture, pour y voir la place de l'agriculture biologique là-dedans. Et puis un travail assez classique de revue de littérature grise, et là ça consistait à étudier l'évaluation des rapports de programmes, voilà, ou les sites internet des organisations qui se disent promotrices de l'agriculture biologique. Alors, j'ai pris une petite carte pour, voilà, au cas où, mais je pense que ici, la plupart d'entre vous sont familiers avec les pays que j'ai étudiés. Donc, il y a le premier pays d'études, c'est le Bénin, qui est un pays de 10 millions d'habitants, situé en Afrique de l'Ouest, qui a un accès sur la mer. Et puis l'Ouganda, qui est un pays 3 fois plus grand, qui est situé en Afrique de l'Est et qui est situé au nord du lac Victoria. Je fais une petite diapo aussi maintenant pour vous permettre aussi si vous n'êtes pas forcément familier avec la notion d'agriculture biologique, de vous proposer une définition. C'est la définition ici de l'IFOAM, qui est la Fédération internationale des mouvements biologiques dans le monde. Donc disons que c'est la définition la plus consensuelle à l'échelle internationale, et elle définit l'agriculture biologique comme un système de production qui maintient et améliore la santé des sols, des écosystèmes et des personnes. Elle s'appuie sur des processus écologiques, la biodiversité et des cycles adaptés aux conditions locales plutôt que sur l'utilisation d'intrants ayant des effets adverses. Alors, au-delà de cette définition qui est partagée, et portée par l'IFOAM, moi j'ai pu remarquer sur le terrain plusieurs types d'agriculture biologique. On peut donc que j'ai un peu classé, donc notamment l'agriculture certifiée par tierce partie. Donc là, c'est une agriculture biologique qui répond à des standards internationaux et dont il y a un contrôle pour valider la pratique biologique. L'agriculture biologique certifiée de manière alternative, là c'est en fait une certification qui n'est pas par tierce partie, donc il n'y a pas un organisme certificateur tiers qui vient certifier l'agriculture biologique, mais c'est un collectif de parties prenantes qui porte le processus de contrôle des pratiques agricoles. L'agriculture biologique que certains acteurs ont appelée biologique par défaut, donc c'est des producteurs qui pratiquent une agriculture biologique donc sans intrants chimiques de synthèse, mais ne se disent pas forcément, n'ont pas forcément conscience de pratiquer une agriculture biologique. Et puis une agriculture biologique volontaire mais non certifiée. Donc voilà, ça c'était plus pour vous donner une idée que l'agriculture biologique revêt différentes facettes et renvoie à différents types voilà, sur le terrain. Alors je vais
À présent, donc, vous présentez en fait un peu le point de départ de la problématisation et l'angle d'attaque de cette question, enfin du développement du bio en Afrique. Donc c'était d'abord un constat entre mes deux pays d'études qui avaient en fait les premières initiatives émergées en même temps. Donc en Ouganda, c'était la première initiative que j'ai référencée et date de 81. Donc c'était une ONG britannique qui venait développer et diffuser des techniques biologiques dans le but de reconstruire et d'aider à l'atteinte de la sécurité alimentaire suite au conflit en Ouganda. Et puis le premier, j'ai repéré aussi donc et donc là c'était plutôt une agriculture biologique non certifiée. Ensuite, en 93, il y a le Langue Organique Programme, qui est un programme de production et d'exportation de coton biologique. Et donc, c'est le premier programme qui va diffuser et introduire une agriculture biologique certifiée pour l'exportation. Au Bénin, on a des initiatives qui émergent à peu près de manière au même moment. Hein. En 84, on a le centre Songhai qui est un gros centre de formation aux jeunes. Et là, c'était plutôt dans une perspective de permettre aux jeunes d'être autonomes et de leur transmettre en fait des techniques agricoles alternatives. Donc, c'était plutôt encourager le développement agricole. Et donc, pour cela, il diffusait sur sa ferme de démonstration des techniques biologiques. Et puis, de manière assez similaire, en 1994, un premier programme, le Sustainable Development of Agriculture, qui est un programme qui va au Bénin introduire et essayer de lancer une production et une exportation de produits de coton biologique certifiés. Sauf que quand on regarde en 2017 les données disponibles, donc il y a une étude qui est publiée régulièrement par l'IFOAM notamment avec des données statistiques sur l'évolution de l'agriculture biologique dans le monde et donc sur le continent africain, j'ai pu remarquer des niveaux vraiment très différents de développement. Donc en Ouganda, on avait atteint 1,2 million de producteurs, membres des mouvements biologiques, dont 210 000 qui étaient certifiés. 46 entreprises d'exportation de produits biologiques certifiés, 87 groupements de producteurs qui étaient membres du mouvement biologique national. Et puis au Bénin, 3100 producteurs certifiés. Alors, le nombre de producteurs biologiques non certifiés sont pas difficilement traçables. Enfin, il n'y a pas de données disponibles, donc en tout cas, j'ai pas d'estimation à proposer. 9 transformateurs, 8 exportateurs. Donc on voit quand même une grande différence d'évolution, malgré des initiatives similaires au départ. Et donc la question a été en tout cas, je me suis demandé comment expliquer ces différences d'évolution. Alors, en traduction de questions de recherche, c'était finalement de m'interroger sur les déterminants des trajectoires de développement de l'agriculture biologique. Et j'ai fait le choix de le regarder sous l'angle de son institutionnalisation. Alors, le cas d'analyse, et ce questionnement a été nourri beaucoup par deux champs, on va dire deux pans de littérature. Un premier qui est la science politique et en particulier l'analyse cognitive des politiques publiques. Et donc là, je fais référence aux travaux sur la mise en place de secteurs, les changements de référentiel, le travail de médiateur dans le changement de référentiel sectoriel, et donc les travaux de Jobert et Muller, et plus précisément à m'interroger sur le rôle des idées dans les changements de politique publique et les travaux de F. Fouilleux sur la production et l'institutionnalisation de nouvelles idées et parfois l'émergence d'alternatives politiques, quoi. Et le deuxième pan, c'est plutôt des travaux de socio-anthropologie du développement qui, eux, se sont vraiment intéressés plus précisément à la production d'actions publiques en contexte africain et donc qui ont mis en évidence que les États africains ont rarement le monopole de l'action sur les problèmes publics. Et donc, dans ces contextes-là, l'institution est souvent décrite comme fragile ou instable, notamment en raison d'interruptions de financement. Donc ça, c'était un deuxième champ de littérature qui questionnait plutôt la production d'actions publiques dans ces contextes-là et qui mettait en évidence la pluralité d'acteurs. Et c'est ces deux champs qui ont un peu structuré mon questionnement et qui ont permis d'aboutir au cadre d'analyse que je vous présente à présent. Alors, si je parle trop vite, d'ailleurs, vous pouvez me faire un signe. Hein. Des fois, je parle trop vite. Ça serait mieux de parler un petit peu. Ouais, ok. Je suis en train de réaliser, pardon. Donc le cadre d'analyse que je propose, c'est donc pour étudier l'institutionnalisation de l'agriculture biologique,
C'est de l'étudier comme le résultat de 3 dimensions ou 3 variables du processus. Une première variable ou dimension qui est ce que j'ai appelé la configuration du secteur agricole. Donc, cette notion-là pas mal nourrie par le travail de Philippe Laville-Delvigne, qui l'a proposé dans un article en 2015, et puis là, très récemment, en 2018, dans son dernier article publié avec Gap. Et donc là, l'idée, c'était de dire que finalement, pour institutionnaliser quelque chose comme l'agriculture biologique, il faut comprendre qu'est-ce qui était déjà en place, puisque quelque chose qui s'institutionnalise de nouveau s'adosse forcément à des institutions préexistantes. Donc l'idée, c'était de comprendre quels étaient l'ensemble des règles du jeu formel et informel qui pouvaient déjà être en place et qui ont facilité ou pas facilité l'arrivée du bio. Ces configurations-là vont aussi orienter, dans un certain sens, la trajectoire du développement du bio. Donc plutôt une agriculture certifiée pour l'export, une agriculture biologique plutôt non certifiée. Enfin voilà, va donner aussi une couleur à cette trajectoire. Et donc voilà, là, c'est quand je disais que l'institutionnalisation suppose forcément une phase de désinstitutionnalisation. La deuxième dimension, c'était donc le poids et l'implication d'acteurs et puis de l'aide au développement. Donc c'est largement documenté dans les contextes de production d'action publique africains, du poids et du rôle de ces acteurs-là, notamment parce qu'ils tiennent une place importante. Merci. Notamment parce qu'ils tiennent une place importante dans le financement de cette action publique, à travers le développement de programmes ou de projets. Et finalement, ces acteurs-là participent à l'institutionnalisation de certaines orientations, à la mise en œuvre de politiques sectorielles, et donc participent parfois à l'émergence ou l'institutionnalisation de nouvelles idées. Et la troisième variable de ce processus d'institutionnalisation, c'est la présence ou non d'un acteur ou d'un mouvement stabilisé. Alors là, pour essayer d'un peu de définir cette notion-là, je me suis inspirée un peu de travail de Powell et DiMaggio, de la socio des organisations, mais aussi donc de Jobert et Muller avec la notion de médiateur. Et l'idée, en fait, c'est la stabilisation du coup de réseaux d'acteurs autour qui forment un agrégat en fait stabilisé autour donc là dans ce cas-là de l'agriculture biologique. Donc ça peut faire écho à la notion de champ institutionnel qui est mobilisée par Powell et DiMaggio. Mais l'idée c'est que dans ce champ il y a un acteur leader qui devient incontournable, qui centralise les informations et qui maintient les liens entre différents acteurs et qui fait travailler ces acteurs ensemble. Et donc, pour moi, ça participe de l'institutionnalisation de l'agriculture biologique et de donner une certaine couleur à l'agriculture biologique. Donc, selon les disciplines, on peut parler de médiateurs ou d'entrepreneurs politiques. Voilà. Donc ça, c'est la partie cadre d'analyse. Donc, je vais vous présenter mes résultats, donc une partie des résultats de mon travail de thèse. Et donc je vais les articuler autour des 3 dimensions que je viens d'évoquer et je vais essayer de les présenter de façon comparée pour essayer de mettre en évidence, essayer de tirer de cette comparaison les enseignements sur pourquoi, qu'est-ce qui a fait que l'Ouganda a eu du succès et le Bénin un peu moins, en tout cas en apparence. Alors, dans un premier temps, je vais revenir un peu donc, sur les configurations du secteur agricole et donc préciser un peu qu'est-ce que ça peut vouloir dire. Ensuite, dans un deuxième temps, donc l'aide au développement et ses caractéristiques. Et puis, la structuration des mouvements biologiques et qu'est-ce que ça nous enseigne aussi sur comment le bio s'est construit et la vision qui peut être portée derrière. Alors, les configurations du secteur agricole. Donc, pour moi, dans l'explication de l'orientation des trajectoires bio, il y a une première phase importante qui a eu de l'importance en termes de construction du secteur agricole, c'est la phase de la colonisation et de l'après-indépendance. Et qu'est-ce qui s'est passé dans ces périodes-là en Ouganda et au Bénin, et qu'est-ce que ça a eu comme conséquence pour le secteur agricole, et donc pour le bio, à l'arrivée du bio à la fin des années 80, début des années 90.
Donc en Ouganda, donc c'est un pays, donc je pense qu'on va peut-être le répéter pas mal aujourd'hui, donc colonisé par les Britanniques en 1884, qui a obtenu son indépendance en 62. L'administration coloniale, pour générer des revenus, a introduit la production et la commercialisation de café, de coton, de thé et de tabac. Voilà, l'Ouganda, en cette période post-indépendance, a connu de graves instabilités politiques et donc est assez connu pour ça, notamment la dictature d'Idi Amin Dada entre 71 et 79, puis des régimes assez inefficaces ensuite. Et concrètement, pour le secteur agricole, ça a été un abandon. Certains auteurs parlaient de phase dormante. Et donc finalement la conséquence c'est qu'à la fin des années 80 on a des terres agricoles qui sont plutôt préservées et notamment préserver des intrants chimiques de synthèse. Dans les années 70 les acteurs de la révolution verte essayaient de diffuser fortement les packages technologiques à travers le monde et en particulier les pays en voie de développement. Et l'Ouganda, du coup, avec la dictature, le pays était fermé aux investisseurs étrangers. Les opérateurs économiques étaient partis, avaient quitté le pays, les élites intellectuelles de même. Et donc, on n'a pas eu de diffusion importante d'intrants chimiques de synthèse. Au Bénin, donc c'est un pays colonisé par la France en 1893 et qui obtient son indépendance en 60. Donc l'administration coloniale a introduit la production et le commerce de coton et d'huile de palme. Le Bénin, dans sa partie après-indépendance, a connu un régime marxiste-léniniste qui a duré assez longtemps et qui a marqué vraiment le fonctionnement de l'action publique. Le fonctionnement des administrations au Bénin, c'est le régime marxiste-léniniste entre 72 et 90. Pendant cette phase-là, il y avait une vraie volonté politique de moderniser l'agriculture avec une proposition de gestion socialiste de l'agriculture. Donc on avait une gestion intégrée par l'État depuis la production jusqu'à la commercialisation, un encadrement important des producteurs, en tout cas plus important qu'en Ouganda, c'est sûr. Et donc dans cette vision de modernisation de l'agriculture, la diffusion plus importante d'un modèle conventionnel d'agriculture. Et donc là, ça passe principalement par la diffusion d'intrants chimiques de synthèse, mais aussi donc, du produit lui-même, mais aussi dans les représentations de comment on produit et comment on pratique l'agriculture. Puisque les agents de Carder étaient vraiment, ont vraiment la vision qu'on ne peut pas produire sans intrants chimiques de synthèse, les ingénieurs agronomes aussi. Donc voilà, une vraie diffusion aussi dans la vision et la représentation de la production agricole. La deuxième phase importante et qui a façonné aussi les trajectoires de développement du bio, c'est la phase des plans d'ajustement structurel et les phases de libéralisation. Donc l'Ouganda adopte les PASS en 87 et est rapidement considéré comme le bon élève des institutions de Bretton Woods. C'est aussi une période qui est marquée par un certain retour de la stabilité politique avec l'arrivée au pouvoir du National Resistance Movement, en tout cas pour la région centrale du pays, pas forcément dans le nord. Donc il y a quand même un retour des capitaux étrangers et surtout une ouverture à l'aide internationale et un encouragement à l'arrivée d'acteurs extérieurs. L'Ouganda n'a pas, en tout cas jusqu'à récemment, n'avait pas forcément de mines, de ressources type minerais, et donc c'est une économie qui est quand même dépendante du secteur agricole. Donc la libéralisation induit une libéralisation complète des filières, une diversification des exportations aussi. Et donc rapidement, le gouvernement ougandais, au milieu des années 90, encourage l'exportation de produits autres que le café notamment. Et finalement, le secteur agricole, il est particulièrement soutenu et encadré par les ONG qui viennent aider les populations. Au Bénin, l'adoption des plans d'ajustement structurel est plus difficile et démarre en 92, et en particulier c'est assez difficile avec la filière, autour de la filière coton, puisqu'il y a des enjeux politiques forts. Le Bénin est considéré comme un modèle démocratique puisqu'il y a une bonne alternance politique. Ce que la libéralisation induit en termes d'organisation du secteur agricole, c'est notamment un transfert de certaines compétences qui étaient autrefois gérées par l'État à des organisations de producteurs, par exemple, qui vont assurer l'encouragement à la production et parfois aussi jusqu'à la commercialisation. Et puis la tradition politique du Bénin ne facilite pas vraiment le développement d'un tissu d'acteurs privés
puisqu'on a vraiment une tradition assez tout État. Et donc, des années de marxisme-léninisme n'ont pas forcément encouragé le développement de ce tissu d'acteurs privés. La troisième phase importante, c'est la critique des plans d'ajustement structurel à partir des années 2000 et l'émergence et l'encouragement vers un renouveau des politiques agricoles, et notamment peut-être un plus grand soutien aux filières vivrières. En Ouganda, donc, la politique libérale se poursuit, on a une fragilisation de la classe dirigeante, et donc une attention particulière au maintien des coalitions de pouvoir, un premier programme d'encadrement au secteur agricole qui émerge, NADS, mais qui n'aura pas le succès espéré, et la promotion d'une vision moderne et commerciale de l'agriculture, et un tissu privé qui se développe. Alors, ça ne veut pas forcément dire que c'est à grande échelle, simplement que le business en agriculture est particulièrement valorisé et mis en avant. Au Bénin, c'est un peu plus tardif. On a un plan stratégique de relance du secteur agricole qui va encourager l'essor le développement de filières vivrières, même si dans les faits, c'est surtout le coton qui reste soutenu. Mais dans ce programme, ils font vraiment la promotion d'une vision moderne de l'agriculture familiale, encouragent à une révolution verte du Bénin. Voilà, donc je l'ai dit avant, mais voilà, l'État reste focalisé sur la filière coton, notamment en raison des enjeux électoraux. Voilà, donc c'est assez. Je vous ai fait une synthèse un peu résumée, et bon, peut-être pas forcément très détaillée, mais bon, pour essayer de mettre en exergue les éléments entre les deux pays, de contexte, qui ont participé à façonner le développement de l'agriculture biologique. Donc la deuxième dimension qui a façonné l'agriculture biologique et qui me semble importante de souligner, c'est l'aide au développement. Et d'abord, le rôle crucial à la fin des années 80-90 des ONG internationales et locales dans l'introduction de techniques biologiques et écologiques. Et la différence est assez importante entre le Bénin et l'Ouganda. Donc l'Ouganda, en fait, du coup, est dans ce contexte de reconstruction du pays. Donc on a des ONG religieuses internationales, mais aussi locales, souvent à caractère religieux, social, et qui se disent faire de l'humanitaire, qui interviennent en Ouganda. L'objectif, elles sont une trentaine à cette époque à introduire des techniques biologiques, pour vous donner un ordre d'idée. Et elles souhaitent donc, dans leurs objectifs, participer à la reconstruction du pays, permettre aux populations d'atteindre la sécurité alimentaire, en tout cas une autonomie alimentaire. Et donc même si au départ, ils n'étaient pas forcément centrés sur les aspects agricoles, rapidement, ils se rendent compte qu'il faut les autonomiser à la production agricole, et le contexte préservé sans intrants chimiques de synthèse fait que les techniques biologiques sont rapidement apparu comme une solution pour permettre d'atteindre cet objectif. Et donc, je voulais là, ici, mentionner le travail d'une organisation en particulier, puisqu'elle est le premier réseau d'experts bio-ougandais, on va dire. Donc, c'est l'ONG Kulika Charitable Trust, qui a été créée en 81. C'est une organisation britannique à la base, qui devient en 95 ougandaise. Alors, elle est notable parce qu'en fait, à la fin des années 80, début des années 90, l'organisation finance des programmes pour envoyer des experts ou des producteurs ougandais en Angleterre, se former à l'université, aux techniques biologiques, et les envoie en stage dans des fermes biologiques en Angleterre. Et donc, de retour en Ouganda, ils montent des fermes biologiques un peu partout, et donc sur le principe de la démonstration et la ferme de démonstration, donc de créer un site de production, et les différents producteurs voisins peuvent venir apprendre ces techniques-là. Et donc, ces experts qui reviennent pour diffuser ces techniques-là forment le premier réseau d'acteurs en agriculture biologique. Au Bénin, donc c'est pas vraiment, c'est aussi des ONG assez religieuses, mais c'est surtout beaucoup des agronomes qui s'emparent et qui commencent à diffuser les premières techniques biologiques. L'objectif pour les organisations, en Ouganda, on était sur une trentaine d'organisations. Au Bénin, on est sur
peut-être peut-être 5 organisations, enfin ils sont beaucoup moins nombreuses. Et l'objectif, c'était plutôt de rechercher des alternatives aux intrants chimiques de synthèse. Et le contexte n'était pas vraiment propice à parler d'agriculture biologique, c'était très mal vu. Et donc, ils ne parlaient pas vraiment de bio directement, même si, a posteriori, ils disent que c'est les premières initiatives en agriculture biologique. Et ils parlaient plutôt d'agriculture durable ou écologique. Le premier réseau est fondé par des agronomes de l'université d'Abomey-Calavi, qui s'appelle le REDAD, émerge en 92. Et là, c'est un réseau qui vise à centraliser l'information, à proposer un centre de documentation et fournir de l'information aux producteurs en matière d'alternative à l'agriculture conventionnelle. Donc ça, c'est le premier type d'aide au développement et le type d'acteurs. Il y a un deuxième type d'acteurs et leurs programmes qui vont être déterminants dans l'essor de l'agriculture biologique. C'est les agences d'aide au développement, les agences de coopération bilatérale qui vont financer des programmes de développement, en particulier qui vont soutenir la production et l'exportation de produits biologiques certifiés. Alors en Ouganda, le premier émerge en 93, donc c'est sur de la production de coton certifié. C'est financé par la Suède et est mis en œuvre par une agence de consultance néerlandaise. Sur la base du succès de ce projet-là, ils vont créer un programme beaucoup plus important qui va avoir 2 phases entre 1997 et 2009, qui s'appelle EPOPA pour Export Promotion of Organic Product from Africa et qui visait à exporter des produits à la base au départ anciennement traditionnel de rente, mais dans son pendant biologique, donc le coton et le café, puis plus tardivement les fruits tropicaux. Et donc le projet a mis en place, a mis en lien en fait des groupements de producteurs jusqu'aux exportateurs et aux acheteurs en Europe, et a permis de stabiliser des filières d'export. En tout, c'est un programme qui a financé 19 projets et qui a bénéficié à 84 000 producteurs qui ont pu être certifiés grâce au programme. Et dans la deuxième phase, c'est un programme qui est vraiment notable dans l'essor du bio ougandais. C'est une deuxième phase consacrée à la création d'un environnement institutionnel. Et donc, ils ont participé à la création du mouvement biologique ougandais, à la création d'un organisme de certification privé national, et à participer au processus d'élaboration du standard public est-africain. Et les raisons du succès de ce programme, et en particulier parce que c'est un programme qui a aussi intervenu en Tanzanie, mais c'est vraiment en Ouganda qu'il a eu du succès. Et d'après les porteurs du programme, c'est que le contexte ougandais était très libéralisé et que le gouvernement n'était pas du tout regardant sur ce qui pouvait être fait en agriculture. Donc en fait, ils ont eu le champ vraiment très libre. Et le contexte agricole, en tout cas la vision, le bio n'était pas du tout menaçante à cette époque-là pour les intérêts du gouvernement. C'est venu plus tardivement. On pourra en discuter plutôt à la fin, je pense. Voilà, et donc aussi le contexte, les consultants reconnaissent que le contexte, en fait, un peu biologique par défaut, c'est comme ça qu'ils l'ont appelé d'ailleurs, a facilité la diffusion de techniques biologiques. Et au-delà de ça, la présence importante de réseaux d'ONG précédemment évoqués qui ont formé les producteurs a largement permis d'avoir des groupes de producteurs déjà formés aux techniques biologiques. Alors, au Bénin, le premier programme, c'est en 1994, le programme SDA. Donc c'est pareil, c'était un programme de production et d'exportation de coton biologique financé par les Pays-Bas et dont la mise en œuvre a été menée par une ONG fondée par un agronome béninois qui est aujourd'hui le spécialiste de l'agriculture biologique. Sauf que c'est un programme qui a beaucoup moins de succès qu'en Ouganda parce que ça a été déjà très difficile de mettre en production du coton biologique. Le coton était particulièrement... disons que la mentalité, en tout cas les représentations des différents acteurs qu'on ne peut pas produire sans intrants chimiques était vraiment fortement ancrée. Donc il a fallu tout un travail de déconstruction. Lui, il a dû faire des expérimentations en champ pour montrer que c'était possible de produire du coton biologique. Et finalement, à se focaliser beaucoup sur l'aspect production, l'aspect marché n'avait pas du tout été questionné et envisagé. Et donc ils se retrouvaient avec la production de coton biologique sans avoir forcément
envisager et travailler sur l'aspect marché. Et au-delà de ça, la commercialisation sur le coton biologique est gérée en partie par l'État. Et donc, ça supposait d'interagir et de convaincre les différents maillons et les agences parapubliques en charge de la commercialisation du coton de laisser une petite place au coton biologique. Donc, ça a pris beaucoup de temps. Et donc, le projet a vraiment eu un succès plus limité. Ça ne veut pas dire moins pérenne, mais voilà. Donc ça, c'était un peu pour illustrer les deux types d'acteurs clés dans l'essor de l'agriculture biologique. Et le troisième variable que je voulais aborder, qui me semble aussi déterminante, c'est comment la structuration des mouvements biologiques s'est faite entre ces deux pays. Donc d'abord, je vais commencer par l'Ouganda. L'Ouganda, depuis 2001, a un mouvement biologique national qui s'appelle NOGAMU, qui veut dire National Organic Agriculture Movement of Uganda, et dont le slogan ou leitmotiv, je sais pas trop, c'est Linking Farmers to the Market. Alors c'est une organisation qui est née en fait qui a pris racine dans les années 95 au sein des premiers mouvements d'ONG que j'évoquais. Et puis à milieu, juste un peu, aussi déjà dans les années 95, mais en fait ensuite il y a eu un intérêt grandissant pour des acheteurs étrangers pour de la matière première biologique. Et donc, ils étaient à la recherche de producteurs et donc de la matière première. Et donc, ils cherchaient des experts ou des gens qui travaillaient dans l'agriculture biologique. Donc, c'est en fait la demande un peu étrangère pour des produits bio et les acteurs qui avaient déjà diffusé des techniques bio qui se sont rencontrés et qui ont formé une organisation qui s'appelle Umbrella et qui aujourd'hui chapeaute le mouvement bio. Donc, elle est créée officiellement en 2001. L'objectif, c'est donc, du fait de cette un peu histoire et origine, l'objectif est quand même d'encourager les débouchés à l'export pour les produits certifiés bio. La création de ce mouvement participe de la stabilisation d'un réseau national en fait en agriculture biologique, mais aussi l'adhésion du mouvement à plusieurs réseaux internationaux aussi participe à son rayonnement et puis d'asseoir en fait certaines légitimités. Notamment, il devient membre de l'IFOAM, qui est donc ce que j'ai évoqué plus tôt, la Fédération des mouvements bio internationaux, et deviennent membres en 2004. En 2005, on a une diversification de sa base de membres, donc on avait beaucoup de groupements de producteurs, mais et maintenant, on a aujourd'hui au sein de l'organisation, il y a à la fois des exportateurs, des transformateurs, des producteurs, des chercheurs. Et parfois des membres individuels, des personnalités individuelles, disons, qui adhèrent à titre individuel. Donc voilà, on a quand même une base et donc qui participe aussi d'une certaine légitimité en fait d'être l'interlocuteur sur les questions biologiques. Et puis elle renforce son positionnement, donc je disais à l'international aussi, notamment grâce à sa participation à des journées, à des conférences et des foires internationales, et pour la plus connue, Biofax, qui est le gros événement en agriculture biologique, qui est la rencontre entre les acheteurs et les vendeurs de produits biologiques à Nuremberg, en Allemagne, tous les ans. Et puis parce que une partie des salariés de l'organisation ont une proximité avec des personnes haut placées au sein des ministères, qui leur permet d'avoir des accès facilités pour avoir des spots de commercialisation de produits biologiques assez clés, notamment dans les grands malls de Kampala, par exemple. Donc voilà, mais on pourra en discuter plus en détail aussi plus tardivement. Et donc le fait d'avoir cette organisation centrale aussi, ça permet d'avoir ça facilite aussi, on va dire, l'aide au développement, parce que l'organisation devient incontournable pour qui veut mener un programme en agriculture biologique, puisqu'ils ont l'expertise, les compétences. Donc les programmes souvent s'appuient sur NOGAMU pour développer ces projets en agriculture biologique. Au Bénin, on est dans une structuration qui est beaucoup plus difficile et qui explique sûrement aussi le développement du secteur bio de façon plus limitée. On a des initiatives éparpillées. En fait, il y a plusieurs réseaux. Donc, j'évoquais en début de cette présentation le centre Songhai qui
qui a depuis 83 travaillé sur la diffusion de techniques agroécologiques et qui a créé des centres satellites avec d'autres fermes-écoles dans le pays, qui a formé de nombreux étudiants. Pour autant, c'est une initiative qui travaille vraiment en solo et qui ne cherche pas à s'accorder avec les autres initiatives en agriculture biologique. Il y a le réseau REDA de 92, mais finalement, c'est un réseau qui peine à se maintenir. Et donc, et aujourd'hui, quand je suis allée les rencontrer, c'est un réseau qui est pas très dynamique. En 2010, il y a une tentative avec un réseau qui s'appelle la FAEB, Fédération des agricultures biologiques béninoises, qui est un réseau d'ONG en agroécologie. Alors, il y a cinq organisations pionnières fondatrices. Or, il y a des gros débats sur les choix de ces organisations fondatrices. Certaines, disons qu'il y a beaucoup de débats. Certaines ne seraient pas bio, donc l'organisation ne se maintient pas, les gens ne se rencontrent pas, donc c'est une organisation qui reste un peu creuse. Et puis il y a peut-être une perspective d'une vraie structuration là en marche, qui a été permise par l'organisation de la conférence ouest-africaine sur l'institutionnalisation de l'agriculture biologique et écologique qui a eu lieu au Bénin, à Cotonou, à l'Hôtel du Lac, en 2014. Et pour l'organisation de cette conférence et pour permettre de réunir toutes les initiatives bio du pays, l'OBEPAB, qui est une ONG fondée par l'agronome bio du Bénin, a créé une plateforme qui s'appelle PABÉ, plateforme agriculture biologique et écologique, je crois, ou plateforme béninoise d'agriculture biologique et écologique. Et donc c'est grâce à cette conférence et à cette plateforme, c'est finalement le premier regroupement de toutes ces initiatives, et c'est la première fois qu'il y a un réel lieu pour débattre sur la vision du bio et de l'agroécologie, de ce que c'est, comment aller de l'avant, comment poursuivre son institutionnalisation, son soutien, etc. Et ce qu'on peut voir quand même dans ce que j'ai pas forcément mis en avant juste avant sur le cas de l'Ouganda et de Nogamu, c'est que Nogamu, ses salariés, la plupart sont formés à l'ag-business. Donc c'est des gens qui ont un profil très business. Or, donc ce qui explique aussi peut-être que c'est facile, que les projets pour l'exportation aient été aussi facilités. Au Bénin, en revanche, c'est porté beaucoup par des agronomes. Et c'est surtout eux qui ont encouragé et qui sont, on va dire, sur le devant de la scène sur l'agriculture biologique. Voilà, donc je vais terminer donc cette présentation. Alors, en conclusion, je reviens en fait sur mes 3 variables en essayant de synthétiser un peu. Donc, j'ai essayé de montrer donc les trajectoires de l'institutionnalisation de l'agriculture biologique s'expliquent par les configurations du secteur agricole. Et l'Ouganda, finalement, le contexte d'encadrement et le soutien à l'agriculture faible suite au conflit et la dictature d'Idi Amin Dada a quelque part paradoxalement à préserver l'agriculture de l'introduction massive d'intrants chimiques de synthèse, alors qu'au Bénin, on est sur une diffusion plus forte de ces intrants chimiques. Alors, même si dans les faits, il n'y a pas forcément une grande utilisation, dans les représentations, c'est fortement diffusé. Les acteurs de l'aide au développement et l'aide au développement, avec 2 acteurs clés qui sont les ONG locales et internationales, qui ont participé principalement à la diffusion de techniques biologiques et écologiques. En Ouganda, ces ONG étaient vraiment investies dans la reconstruction du pays et elles étaient beaucoup plus nombreuses. Et au Bénin, elles étaient moins présentes et étaient plutôt là pour apporter des alternatives à l'encadrement agricole et notamment des alternatives à l'agriculture conventionnelle. Et puis, donc, l'autre acteur, c'est les agences d'aide bi- et multilatérales qui ont fortement encouragé l'essor des filières certifiées pour l'exportation, qui, en particulier au démarrage sur les produits traditionnels de rente, traditionnellement exportés. Et ça a été facilité en Ouganda parce que le contexte était vraiment très libéralisé et le gouvernement n'était pas très regardant sur ces projets-là. Et au Bénin, c'était plus compliqué puisque la filière coton en particulier était intégrée et la libération de cette filière était plus difficile.
Et puis, la troisième variable, c'est la présence ou pas de mouvements biologiques structurés. Et donc, le fait que ce soit vraiment bien fédéré en Ouganda avec Nogamou et que ce soit peu fédéré ou presque pas fédéré au Bénin. Donc, paradoxalement, le contexte post-guerre aurait été favorable en fait à l'essor du bio. Mais j'ai quand même envie d'apporter peut-être pas un bémol, mais enfin en tout cas de quand même questionner. Et ça veut pas forcément dire que son institutionnalisation est plus pérenne. C'est pas parce que le développement au Bénin est plus lent qu'il sera moins stable dans le temps, parce qu'au contraire ils ont de nombreuses interactions avec différentes agences du gouvernement. Il y a un gros travail de fond pour convaincre du potentiel de l'agriculture biologique. Et finalement, ils font quand même leur bonhomme de chemin et ils sont toujours maintenus, en dépit d'ailleurs de la rupture de financement. Et en Ouganda, on a une institutionnalisation plus fragile. Et récemment, on a le cas par exemple de l'effondrement de la filière coton. Qui a été entre guillemets que le gouvernement a fait capoter, on va dire. Donc on a vu que finalement ils étaient quand même assez vulnérables. Donc je ne sais pas si forcément ça veut dire que c'est plus pérenne. Voilà, enfin c'est à débattre, quoi, hein. Voilà. Et j'avais envie de revenir aussi sur un peu la discussion un peu plus générale sur l'apport de la littérature. Donc, en fait, j'ai essayé quand même, avec le choix de l'étudier sous l'angle de l'institutionnalisation, de montrer que malgré des institutions qu'on caractérise souvent comme faibles et fragiles, on peut étudier des formes de stabilisation, et puisqu'on a des maintiens d'activité, de réseaux. Donc je trouvais que c'était intéressant de le souligner. Ensuite, j'avais envie de discuter aussi de la contribution au débat aussi qu'il peut y avoir entre la Sciences Po africaniste et l'anthropologie du développement, où parfois, d'un côté, les Sciences Po surestiment parfois l'aide au développement et parfois l'anthropologie du développement surestime les contextes. Donc c'est d'essayer, sous l'angle de l'institutionnalisation, donc de ne pas surestimer les contextes africains et leur capacité de revanche, pour reprendre ici le terme de Jean-Pierre Olivier de Sardan, ni de surestimer le poids de l'aide au développement. Et donc, sans préjuger de l'un ou l'autre, et pour reprendre les termes de Philippe Laville-Delvin, d'essayer d'explorer plutôt ce qui reste, ce qui se maintient, et les raisons de ce maintien-là. Et donc, de formes d'institutionnalisation. Voilà, et donc, je ne sais pas trop si c'est utile aussi à la discussion qu'on a aujourd'hui, mais sur la question de la circulation de modèles aussi, puisque le bio est une sorte de modèle, hein, et que le cas de l'agriculture bio montre qu'on ne peut pas résumer le développement du bio comme une introduction top-down de normes publiques étrangères. J'ai essayé de montrer en replaçant l'évolution du bio dans une perspective plutôt longue, en fait on est plutôt dans une circulation qui est diffuse, progressive et multiple, et qui a plusieurs supports de cette diffusion-là, à la fois à travers des normes étrangères, des experts, des séjours d'échange. Et donc c'est très diversifié et voilà, multiple. Merci.